perte de fonction. Bon, ça c'était pour vous dire que c'est des données qui sont extraites de Human Gene Mutation Database, et c'est pour vous dire encore que c'est un mécanisme quand même relativement fréquent dans les maladies dominantes, mais pas du tout écrasant. Il y a ici 27, donc 27 et 23, ça veut dire à peu près 50 000 allèles mutants de maladies dominantes qui sont rapportés dans ce petit tableau qui a quelques années, mais c'est pas grave, la leçon reste la même. Et il y a un gros 60% qui sont clairement des pertes de fonction, mais enfin l'autre, c'est pas du tout sûr que ce soit des pertes de fonction. Ça peut l'être, mais on n'en est pas sûr. C'est clair, sa perte de fonction, j'ai un gène qui ne marche pas, et ben, j'avais besoin de mes deux copies, de mes deux allèles pour que ça marche, j'ai une maladie dominante parce que j'ai perdu un des allèles. Gain de fonction. Le premier truc de Muller, c'était l'hypermorphe, c'est l'allèle qui fonctionne trop bien. Est-ce qu'on a des exemples de cela? Oui, oui, on en a. Il y a un gène sur le, je crois que c'est le chromosome 17, peu importe, qui est un gène qui fabrique une protéine impliquée dans la myélinisation, PMP22, très bien. À l'état standard, n'importe qui a deux copies de ce gène, sur chaque, en trans, donc une copie sur un chromosome 17 et l'autre chromosome 17. Et puis, vous avez des personnes qui ont perdu une copie, perte de fonction, et ces personnes ont une neuropathie, une maladie du nerf périphérique, qui est assez, qui est pas très fréquente, mais qui est une maladie assez étrange. C'est ce qu'on appelle la neuropathie tomaculaire. On ne vous interrogera pas dessus, hein, c'est juste des exemples. La neuropathie tomaculaire, c'est une neuropathie à la pression. C'est-à-dire que si vous croisez les jambes trop longtemps dans un cours, le type se lève et se casse la figure parce qu'il a une paralysie sciatique, quoi. Le nerf a été soumis à une pression, mais c'est terrible, ça peut durer parfois plusieurs heures. C'est pas, ça me fait rire, mais c'est pas très drôle. Le grand classique, c'est le truc des premiers mois de mariage, peut-être même première semaine, on va dire, premier jour, avec le sommeil, machin, comme ça, avec le bras. Et il y a la tête de la promise sur le bras, et le mec se lève avec un bras, pendant comme ça, pendant 2 jours, avec un bras paralytique complètement. Neuropathie tomaculaire, vous en souviendrez toute votre vie. Eh bien, étrangement, au même locus, pour le même gène PMP22, vous avez des personnes qui ont une duplication d'un gène. C'est-à-dire qu'en 6, ici, vous avez un allèle et il est dédoublé. Ces personnes ont donc 3 copies de ce gène PMP22. Et, théoriquement, ils n'ont sûrement pas de neuropathie tomaculaire, ils sont protégés, eux, contre la paralysie des amoureux. Mais en revanche, manque de bol, ils ont une autre neuropathie qui s'appelle la maladie de Charcot-Marie-Tooth, qui est une neuropathie périphérique autosomique dominante, qui est progressive, qui apparaît avec le temps, qui donne progressivement une atteinte du nerf périphérique, qui commence par les nerfs les plus longs. Et ces gens vont avoir ce qu'on appelle un steppage, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à relever le pied à la marche, ils vont se prendre dans le tapis, dans l'escalier, et peu à peu avoir une marche difficile, qui est assez caricaturale, vous verrez en neuro, c'est des gens qui marchent en levant les genoux parce que le pied tombe comme ça. On marche en général comme ça, et là ils marchent parce que sinon ils se cassent la gueule. Enfin, vous avez compris. Maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est les dominantes aussi, c'est le même locus, mais là vous avez clairement un gain de fonction. Vous avez trop de protéines qui est produite. Là on est typiquement dans une hyperactivation du gène, un gain de fonction par trop de protéines. Il y a même, c'est vraiment exceptionnel, mais des personnes qui ont été trouvées qui sont homozygotes pour la mutation dominante, donc théoriquement ils ont un phénotype plus sévère, et effectivement ils ont 4 copies du gène, et ils ont alors un phénotype plus grave. Et on a même décrit pour ce même phénotype, Charcot-Marie, on dit parfois CMT en cours, des mutations activatrices, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la duplication, mais il y a un gène qui marche trop fort. Le promoteur de ce gène est mutant, et au lieu d'altérer la fonction de l'expression quantitative de ce locus, ça va l'augmenter. Et ces personnes ces 3 personnes ici ont la même maladie de Charcot-Marie par gain de fonction, trop d'allèles. Accroissement de dosage génique.
Il y a une autre façon plus subtile d'avoir un gain de fonction, c'est d'activer constitutivement un gène. De faire qu'un gène qui, on l'a vu à l'instant pour les mutations activatrices du promoteur de PMP22, un gène qui, au lieu de fonctionner normalement, d'être régulé normalement, est constitutivement activé. Et ça, c'est un truc qui évoque beaucoup l'oncogénèse, activation constitutive d'un, ici en l'occurrence sur ce schéma, d'un récepteur tyrosine kinase. Et on connaît des mutations de ce récepteur tyrosine kinase qui s'appelle RET, R-E-T, ça ne veut rien dire RET, ça veut dire réarranger dans la transfection. C'est un gène qui avait été identifié comme ça, ça n'appelle pas à la connaissance de sa fonction. Comme beaucoup de récepteurs tyrosine kinase à l'état standard, vous savez, ils sont transmembranaires, avec un domaine transmembranaire, un domaine de cross-activation où les deux éléments d'un dimère de récepteurs vont se phosphoryler les uns les autres et déclencher un signal cellulaire qui, en l'occurrence, est un signal prolifératif indiquant à la cellule d'entrer en mitose, de se diviser. Tout ça étant commandité par un ligand qui va se fixer et recruter deux récepteurs qui pourront alors dialoguer l'un avec l'autre pour donner le signal. Ça, c'est ce qu'on appelle l'activation régulée, dérégulée, l'activation normale de ce récepteur avec le ligand. Et quand le ligand s'en va, les deux récepteurs retrouvent leur indépendance et ne donnent plus le signal. Donc on a une régulation de récepteurs tyrosine. Vous avez fait ça en biologie cellulaire, en biochimie, 10 fois, non? Oui, bon, donc je ne vais pas aller dans les détails. Eh bien, ce récepteur RET, on connaît quelques mutations ponctuelles. On parle de mutations faux sens qui vont transformer un acide aminé en un autre, et en l'occurrence qui vont transformer une cystéine sur la chaîne protéique en un autre acide aminé. N'importe lequel, arginine, tryptophane, cystéine, arginine, cystéine, tryptophane, cystéine, je ne sais plus quoi, il y en a 3 ou 4 comme ça. L'important, ce n'est pas tellement l'acide aminé nouveau qui apparaît, l'important c'est de perdre une cystéine. Et ces mutations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Eh bien, comme vous avez ici, vous voyez des petits ponts de cystéine qui sont intracaténaires dans une chaîne de récepteurs, c'est la structure du récepteur dans le domaine extramembranaire. Si vous perdez une cystéine ici, vous avez la possibilité que cette liaison de cystéine se fasse en intercaténaire. Deux récepteurs vont contracter une liaison cystéine-cystéine aberrante entre deux chaînes de récepteurs et non pas à l'intérieur d'une même chaîne. Et cela est rendu possible par l'absence de la cystéine d'à côté. Est-ce que c'est clair, mon petit truc? Ayant contracté une liaison covalente, ces deux récepteurs sont proches en l'absence du ligand. Et ça va donc en permanence donner une signalisation cellulaire, prolifération, prolifération, prolifération. Et ça ne vous surprend pas qu'au bout d'un certain moment, avec un autre événement, je ne sais pas lequel, ça va finir par faire engager cette cellule dans une voie de cancérogénèse. Donc cette mutation activatrice du récepteur, qui en l'absence du ligand va déclencher un signal non régulable et permanent, est une mutation gain de fonction où ce récepteur a échappé à sa régulation et va signaler en permanence un signal mitotique engendrant une prédisposition cancéreuse. Et on a affaire ici, je n'ai pas d'arbre généalogique, mais à des familles autosomiques dominantes qui se transmettent un risque de prédisposition au cancer, et c'est un risque qui touche certains cancers, phéochromocytome, médulo-surrénal, des cancers des cellules à calcitonine, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure pour la neurofibromatose? Quelle est la logique de ces cancers? Médulo-surrénal, cellules à calcitonine, les crêtes neurales. Donc c'est une maladie, c'est une autre maladie des crêtes neurales. Ce n'est pas la neurofibromatose, ça n'a rien à voir, mais c'est une maladie qui touche le même tissu. Mais cette fois-ci, la maladie, c'est une prédisposition au cancer autosomique dominante avec une mutation gain de fonction. Et ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, du point de vue simplement de l'analyse des arbres, c'est qu'on a là affaire à une expression très peu variable, toujours les mêmes cancers, une pénétrance complète. On ne connaît personne qui ait dépassé 15 ans sans cancer de la thyroïde, des cellules à calcitonine. Et dès qu'on fait
alors maintenant, vous imaginez l'intérêt, c'est qu'on a les recherches de ces mutations. Et dans ces familles, on peut déterminer très tôt dans la vie si un enfant de 5-6 ans doit avoir une surveillance, voire une chirurgie préventive en enlevant certaines, les parathyroïdes. Je vous ai dit thyroïde, c'est les parathyroïdes, hein, c'est les cellules à calcitonie des parathyroïdes. En enlevant les parathyroïdes pour épargner le cancer à ces enfants. Et très souvent, en faisant la chirurgie, en faisant l'histologie, on voit qu'il y a déjà des micro-agrégats de cellules qui sont des débuts de cancer. Donc ça, ce que je veux vous dire par là, c'est que ces mutations très extraordinaires, très spécifiques, qui vont engager le récepteur dans une voie biochimique tout à fait inhabituelle, à gain de fonction, sont corrélées souvent à une expression assez homogène de la maladie et à une pénétrance assez complète. Et ça se comprend assez bien, instinctivement, réfléchissez. Encore une fois, il y a 1001 façons d'altérer un récepteur tyrosine kinase en le faisant moins bien fonctionner. Ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être dans le transmembranaire, ça peut être à l'intérieur. N'importe quelle mutation va désactiver ce récepteur, mais quelques très rares mutations peuvent l'activer et donner alors un tableau clinique assez homogène, assez peu variable en expression et assez pénétrant. Autre exemple, on en avait dit un petit mot au tout début, encore un récepteur tyrosine kinase, cette fois-ci c'est un récepteur au facteur de croissance fibroblastique qu'on appelle FGF, et je vous ai parlé de cette petite taille extrême qui s'appelle l'achondroplasie, avec une homogénéité quasi absolue de mutation, la mutation d'achondroplasie. Eh bien on a exactement le même principe de récepteur FGF, domaine transmembranaire, et ici, dans ACH qui est achondroplasie, vous avez une mutation qui va faire contracter à ces récepteurs une activation constitutive, mais cette fois-ci, l'activation constitutive de ce récepteur au facteur de croissance fibroblastique est une activation qui entraîne un signal apoptotique, un signal de mort cellulaire et non pas de prolifération. Et ce récepteur est exprimé dans le cartilage de conjugaison, dans le cartilage métaphysaire, et donc on va avoir la mort progressive du cartilage métaphysaire et donc le nanisme de cet enfant à la très petite taille, essentiellement aux dépens des membres par rapport au tronc dont la taille est respectée. Et vous voyez la très grande brièveté des membres où on a en quelque sorte stérilisé les cartilages de croissance par la mort, par l'apoptose de ces cellules, de ces chondrocytes, des zones prolifératives du cartilage de croissance. Là aussi, mutation gain de fonction, mutation unique pour une maladie unique, pénétrance totale, il n'y a personne qui a cette mutation sans avoir de la chondroplasie. Expression variable, c'est vrai, ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous les mêmes complications, mais quand même, expression relativement homogène, parce que nous avons affaire à une mutation gain de fonction. C'est clair, cette notion-là, le gain de fonction va donner souvent quelque chose de plus spécifique, plus pénétrant, moins variable que la perte de fonction. Müller nous avait parlé du B qui devient B', c'est-à-dire néomorphe. Ça existe. Je ne vais pas épiloguer, mais il y a quelques histoires, presque des histoires de chasse, où une protéine toxique peut être fabriquée par un allèle, comme la protéine à prion. Les maladies de prion sont de cette catégorie-là, où des protéines vont acquérir des fonctions nouvelles. Vous avez ici une alpha-antitrypsine, qui est une enzyme de digestion trypsique, qui va être convertie en antithrombine, qui va conférer un phénotype de maladie de la coagulation sanguine. Néomorphe, vous avez un allèle alpha-antitrypsine qui marche très très bien, puis l'autre, il devient autre chose, parce qu'il y a un changement faux sens, mutation méthionine-arginine, M358R, qui va conférer à cette protéine mutante non seulement peut-être une activité moindre, peut-être, mais ce n'est pas tellement ça le problème. Ce n'est pas la perte de fonction, c'est le fait que ça va lui conférer une autre activité. Il apparaît une fonction nouvelle, le néomorphe, gain de fonction par fonction nouvelle. Je ne vais pas vous débiter tout ça, ni cet exemple. Et puis pour terminer, il y a un truc qui n'est pas probablement souvent sous-estimé, c'est l'effet dominant négatif, c'est-à-dire un allèle dominant qui exerce sa nuisance
en contredisant ou en altérant l'allèle normal. C'est la notion de dominant négatif. C'est ce que Müller avait appelé les antimorphes. On a des exemples de ça. On en a déjà dans...